La chaleur tenait la maison Sainte-Espérance comme une main posée sur une joue. L'air tremblait au-dessus des allées de Cannes, et la mélasse, lourde et douce, odorait toujours quelque part entre la cuisine et l'écurie. Sur la table longue de la cuisine principale, la farine s'enlevait en nuages sous les mains d'Élise de Mont-Royal. Elle pétrissait avec la régularité d'un métronome, les doigts farinés, le souffle mesuré, comme si chaque mouvement pouvait tenir en respect le monde autour d'elle. Au-delà des fenêtres ouvertes, la véranda offrait l'ombre lente des volets et le tic-tac d'une horloge qui ne disait jamais tout. Chaque coup marquait le temps d'une vie ordonnée. Chaque silence rappelait l'autorité d'Étienne Rivaux, invisible mais omniprésente, allongée quelque part entre la bouteille et la parole tranchante. Elle pétrissait pour ne pas penser. Le pain était une prière silencieuse, la pâte une confession que ses lèvres n'osaient pas porter. Ses doigts retrouvaient des gestes anciens, transmis d'une mère absente, puis d'une belle-mère plus exigeante. La farine rimait avec devoir, la croûte dorée avec la représentation qu'on attendait d'une maîtresse de l'habitation. Les domestiques passaient et repassaient, sans regarder trop longtemps. Leurs pas étaient des réponses muettes aux allées et venues du monde. Rosalie, au pas le plus assuré, veillait dans l'encoignure, prête à glisser un mot ou à rectifier un pli de robe. Elle connaissait les secrets de la maison comme on connaît les notes d'une chanson. Avant de plonger dans ce récit, si vous regardez cela jusqu'au bout, restez avec nous. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez en commentaire d'où vous nous suivez. Votre présence est ce qui donne voix à ces histoires. Restez jusqu'à la fin pour entendre comment un seuil, un papier et un geste ont pu changer une habitation entière. La porte de la cuisine s'ouvrit sans fracas, poussée par la brise lourde qui venait des champs. Julien Hérard se tint un instant sur le seuil, ombre fine parmi la lumière. Sa présence était celle d'un homme que l'on voyait souvent mais que l'on regardait peu. Il portait sur son épaule le relent de la terre et la douceur d'un poulain soigné, l'odeur de foin, le cuir d'une selle, le savon simple. Ses mains grandes et justes ne tremblaient jamais. Ses yeux profonds semblaient toujours porter une musique longtemps retenue. Lorsqu'il entra, on sentit la pièce recalibrer sa respiration. Même l'horloge parut hésiter. Élise leva les yeux. Il y eut d'abord un instant de politesse mécanique, un salut incliné, un balcon de convenance entre maîtresse et celui qui travaille. Puis la banalité se rompit. Julien tenait un petit paquet enveloppé de toile, et à l'intérieur, un violon s'appelait presque doucement. Il posa l'instrument sur la table comme s'il abandonnait une arme ou confiait un trésor. Le bois miroitait d'une vieillesse soignée. La rosée de la nuit avait laissé des traces que seule la musique pouvait effacer. « Madame, dit Rosalie sans préambule, ce violon, il joue pour la case ce soir, si vous permettez. » Élise sentit ses doigts se refermer sur la pâte. La voix de Rosalie était ronde, sans hâte. Elle connaissait les ordres du monde et la façon de les courber sans les briser. Quelque chose, chez Julien, lui échappait et l'appelait. Elle pensa à l'image convenable que l'on cherchait à entretenir, la maîtresse recueillant les talents pour égayer une soirée, et, en même temps, à l'étrangeté d'un désir qui n'était pas tout à fait convenable, l'envie de connaître l'origine de cette musique qui paraissait nécessaire au cœur de l'habitation. Les domestiques s'éclipsèrent, comme on éteint une chandelle en glissant, et la cuisine demeura habitée des bruits plus proches. Le frottement des doigts sur la pâte, le souffle d'Élise, le petit crissement du violon qu'on accordait. Julien tendit l'archet, regarda la table, puis posa la pointe sur le bois. Quand il fit sonner la première note, elle fut comme un mot prononcé après des années de silence, claire mais pleine d'histoire. Les accords roulaient dans la maison et réveillaient, derrière chaque mur, des souvenirs enfouis. Les lèvres d'Élise se plièrent en un sourire qu'elle n'avait pas prévu, une signature involontaire d'émotion. Julien joua pour ceux dont la voix n'était pas toujours entendue.
pour les enfants rassemblés près du puits, pour les vieux du village qui venaient parfois, pour ceux qui s'échappaient un instant du travail pour écouter sans se trahir. Sa musique n'était pas tendre dans la faiblesse. Elle portait la fermeté d'un homme qui avait connu l'âpreté et la faisait fleurir en quelque chose de digne. Élise l'écoutait, et la pâte sous ses mains semblait plus légère, comme transformée en mémoire comestible. Les soirées où Julien jouait à la case devenaient petites cérémonies. Les esclaves et les affranchis se rassemblaient sur la pelouse, silhouettes contre la clarté vacillante des lampes à huile. On n'autorisait pas de grandes réceptions, car Étienne Rivaux n'aimait pas la convergence des regards. La main d'un maître devait rester visible même dans l'ombre. Pourtant, la musique apprenait au corps à respirer autrement, et les visages, d'abord circonspects, puis apprivoisés, laissaient filtrer des sourires qui n'avaient pas la permission officielle, mais se donnaient sur l'instant, comme on prend un fruit mûr au bord d'un chemin défendu. Rosalie avait ses raisons d'aimer la musique. Elle connaissait des noms et des histoires que l'on taisait. Elle portait des cicatrices morales, un trésor de prudence et de fidélité qui l'avait rendue la mémoire vivante de l'habitation. Dans une veine de la nuit, elle raconta à Élise, tandis que la lune largissait son voile, qu'il y avait des hommes qui avaient aimé et qui avaient perdu. Sa voix était un filet, elle disait peu, mais laissait l'effet d'une vérité déposée. Les femmes présentes baissèrent le regard et se rappelèrent que le monde avait des dettes. Il y eut ensuite des choses plus petites qui firent basculer l'ordre des jours. Un matin, après une averse tropicale, un enfant s'approcha du puits pour ramasser un seau trop lourd. Ses mains glissaient, ses genoux tremblaient. Julien, qui passait par là pour soigner un poulain blessé à un sabot, le releva avec la douceur d'un frère. Il essuya la boue de la robe de l'enfant, fit un signe à Rosalie, leur donna un morceau de pain. Le geste était simple, mais observé. Les yeux de certains ouvriers cherchèrent la scène comme on cherche un présage. Aucun ordre, aucune consolation publique, simplement la dignité d'une main tendue. Voilà la première histoire contenue dans la plus grande, l'amour comme soin discret, celui qui ne prétend pas, mais restaure. La rumeur marche vite sous les feuilles de canne. Elle n'est pas à proprement parler une langue, c'est une disposition de regard, une accélération du pas, un silence qui s'installe comme un ciel assombri. Bientôt, les propos circulèrent à propos du violon, puis des gestes de Julien, et enfin, avec un murmure qui ressemblait à un coup de vent, d'un héritage passé sous silence. Rosalie, qui gardait les tiroirs comme on garde des reliques, savait où l'on rangeait certains papiers. Des lettres, des comptes, peut-être des documents que le maître conservait pour ces occasions. Elle avait appris à ouvrir les meubles avec la discrétion d'un chat. Elle savait quand le bois cédait sans bruit et quand il fallait refermer la porte pour que le bruit s'étouffe. Une nuit, alors que la température menaçait d'éclore en orage, Élise se réveilla avant l'aube. Les étoiles avaient déserté le ciel et, à l'est, l'horizon prenait la couleur d'une promesse ou d'une menace. Elle ne savait pas encore laquelle. Elle avait le sentiment d'être poussée hors d'elle-même, comme si une contrainte intérieure lui ordonnait de franchir un seuil qu'elle avait longtemps évité. Dans la salle d'écriture paternelle, là où jadis on recevait des visiteurs pour des affaires de terre, la lumière d'une bougie traçait des ombres dansantes sur les parchemins. Étienne dormait largement après ses habitudes de veilleur. Il buvait pour mieux taire ce que sa conscience pouvait dire. Élise entra sans bruit, ses pas couverts par le tapis, et trouva Rosalie là, aux aguets, qui tenait au creux des mains un pli qui n'avait pas à être entre elles. « Si vous voulez connaître la vérité, murmura Rosalie, il faudra la lire, et vous devrez décider ensuite ce que vous en ferez. » Le papier était usé, plié plusieurs fois, et sonnait comme une clé. Lorsque Élise déplia le certificat, la lumière sembla plus vive, presque scandalisée.
Les mots inscrits, la forme et le cachet ne nécessitaient pas de longues explications. Il s'agissait d'un acte d'affranchissement, ancien mais authentique. Le nom de Julien Érard apparaissait, avec la signature d'un homme mort peut-être, ou d'un père lointain. Les circonstances l'avaient rendu secret, oublié dans un tiroir où la mémoire se couvre de poussière. Le cœur d'Élise s'arrêta un instant, non pas par surprise. Elle n'ignorait pas que le monde était construit sur des arrangements, mais par le basculement possible entre le secret et la parole. Le certificat était une vérité tangible dans un univers de non-dits. Lire cela équivalait à ouvrir une fenêtre sur une autre façon d'être maître et serviteur, et elle sentit pour la première fois une sensation qui ressemblait à la peur d'être cohérente avec soi-même. Elle pensa à Étienne et à son autorité faite de gesticules et de claquements. Elle pensa au regard des hommes sur la place, à la peur muette qui tenait les cœurs en rang. Julien arriva à l'instant où la bougie vacillait. Il n'avait pas entendu l'ouverture de la porte, il n'avait aucune raison de le faire. Rosalie, qui savait lire les silences, se retira, laissant les deux faces de cette vérité s'exposer. Élise tint encore le papier, les doigts tremblants. Il y eut un long moment où ni l'un ni l'autre ne parla. Les mots étaient inutiles, ou peut-être trop évidents. La maison entière paraissait retenir son souffle. Même le vent se fit discret, comme si l'orage attendait qu'on prononce une sentence. Julien prit le certificat entre ses mains callosées. Ses yeux, qui avaient l'habitude de fixer les choses plutôt que de les lire, parcoururent lentement l'encre. Il ne montra aucune explosion de joie. Il y avait en lui une retenue, comme si la liberté d'un papier ne pouvait remplacer les années qui avaient sculpté son âme. Ses doigts caressaient le bord du document avec la délicatesse de quelqu'un qui touche un reliquaire. « Je savais », dit-il enfin, d'une voix basse où nulle colère ne cherchait refuge. « Je savais qu'il y avait quelque chose, mais savoir et recevoir sont deux chemins différents. » Élise sentit le monde se dissoudre en petits fragments. Ses convictions scolaires, ses convenances, la représentation attendue d'une maîtresse étaient mises en balance contre une évidence qu'elle n'avait jamais voulu voir. Elle pensa aux heures passées à pétrir, à la manière dont la farine prenait forme sous ses doigts, comme une vie qui se structure, et comprit que le geste ici avait une portée morale. Un tremblement resta dans sa main. Elle aussi prit le papier, et pour un instant, elles furent deux à partager ce patrimoine de vérité. La tempête commençait d'ailleurs à murmurer à l'extérieur. L'air changea, les insectes se turent, et la pleine lumière du jour fut tenue à distance par des nuages lourds. Cette atmosphère en suspens donna à la scène un relief incertain. On aurait dit qu'un monde ancien retenait sa respiration, prêt à s'effondrer ou à se relever. Élise se leva, la bougie projeta une ombre longue derrière elle, et soudain tout sembla plus net. La maison ne pouvait plus prétendre à l'innocence. Il y avait un devoir qui pesait désormais sur ses épaules. « Qui d'autre le sait ?» demanda Julien sans colère, seulement curieux de la mesure de la vérité. « Toi et moi, répondit Élise, mais cela ne suffit pas. Rosalie l'a su, elle a porté le secret. Et maintenant qu'il est ici, je dois décider. » Julien posa le certificat sur la table, à l'endroit même où il avait jeté son violon les soirs de musique. La musique et le papier, côte à côte, révélaient deux formes de liberté. L'une intérieure, déjà donnée par la pratique et l'effort, l'autre administrative, rétablie par une main qui avait su écrire un nom. Élise comprit que la question ne se limitait pas à libérer un homme sur le parchemin. Il s'agissait de reconnaître publiquement ce qui avait été accordé dans l'ombre. Elle mesura, du même coup, combien ce pas pouvait être dangereux.
La pluie tomba avec la puissance d'une colère attendue. Les gouttes frappèrent la véranda et firent vibrer les volets. La cour se transforma en miroir roulant. Dans la salle, l'horloge tinta 1 heure relevée, trop tard pour l'innocence. Élise prit une décision qui naquit plus du ventre que de la raison. Elle ne pouvait plus se nier à elle-même. Le certificat, à présent tangible entre leurs mains, exigeait une parole, et elle sentit la force d'une voix qui devait naître, non pour provoquer, mais pour rendre justice. Sa bouche s'ouvrit lentement, et dans le ton qu'elle choisit, il y eut la mesure d'une maîtresse qui se souvenait qu'une maison est avant tout faite d'habitants. « Demain, dit-elle, nous irons au seuil de la cour. Je parlerai. » Silence. Dehors, la rafale fit claquer une tôle. Julien hocha la tête sans surprise et sans demande. Il avait connu, pour l'avoir porté toute sa vie, le poids des paroles non dites. Dans son regard, il y avait une reconnaissance sans fioriture, et peut-être un soulagement, non pas parce que la liberté sur un papier le changeait soudain, mais parce que la vérité prenait enfin la route vers la lumière. Ce fut le premier conte, peut-être le plus discret, celui d'un homme qui choisit de montrer sa dignité par des gestes, soigner un poulain, rendre un morceau de pain, et d'une femme qui, pétrissant le pain, apprit à pétrir aussi sa conscience. Mais d'autres histoires se tissaient dans l'ombre de la maison. Rosalie, qui connaissait la douleur contenue, avait le sien. Un amour passé, un affranchi qui l'avait quitté pour la liberté et qui était revenu un matin pour mourir sur la route. Elle racontait à voix basse aux jeunes femmes qui l'écoutaient près de la cuisine l'histoire d'un amour qui n'avait rien demandé sinon d'être reconnu. C'était, en somme, l'un des contes de la plantation, l'amour qui résiste à la perte. Et puis venait un troisième conte, celui d'un jeune couple du quartier voisin, qui se prenait la main à la nuit tombée sous le manguier. Leur histoire était une graine que la musique de Julien et le courage d'Élise commencèrent à arroser. Les amours, dans ces lieux, prenaient des formes réparatrices. Elles apprenaient la patience, la solidarité, le respect. Elles n'étaient pas toujours romantiques au sens qu'on l'entend dans les salons. Elles étaient pratiques, elles soignaient, soutenaient, rendaient la vie moins dure. L'orage dura toute la nuit. Les feuilles des cannes se couchèrent sous la pluie, et la maison, qui avait connu des jours plus secs, sembla s'incliner sous le poids d'une vérité nouvelle. Quelque part, au loin, des voix s'élevèrent, pas encore des discours, mais des notes, des signes, une disposition à écouter. Élise, au matin, alla sur la véranda et regarda la cour. Les traces laissées par la pluie marquaient des chemins que l'on pouvait suivre. Il était temps de décider quel était le prochain pas. Le certificat attendait, discret, sur la table de la salle d'écriture. Les regards de la maisonnée tournaient vers elle, certains pleins d'espoir, d'autres d'inquiétude. Le seuil n'était plus seulement une frontière physique, il était la décision. Avant que le soleil ne secoue les derniers nuages et que les voix autour commencent à s'organiser, Élise sentit le poids de sa nouvelle tâche. Il faudrait parler, affronter le probable courroux d'Étienne, trouver des alliés et surtout tenir devant le regard collectif. Elle se rappelait ses mains dans la farine et pensa que pétrir la vérité demande aussi des efforts répétés. Elle se rendit compte que l'amour dont il était question n'était pas seulement celui qui unit deux personnes, mais celui qui tient une communauté, qui fait que le pain circule, que les enfants sont soignés, que la dignité est respectée. La pluie cessa, un rayon de soleil perça, et la cour s'illumina d'un vert nouveau. Les hommes et les femmes sortirent, se secouèrent, regardaient la maison comme on observe une chose à réinventer. La route vers la parole publique venait être ouverte. Personne ne connaissait encore le prix exact à payer. Mais au cœur de l'habitation, une conversation, un papier et un violon avaient commencé à faire leur œuvre. La journée qui s'annonçait rendit palpable l'inquiétude. On murmurait dans les allées, les enfants s'approchaient du puits avec une curiosité plus vive. Élise, vêtue d'une robe simple, remit de l'ordre dans son visage et alla sur le seuil. Le mot « seuil » avait pris pour elle une toute nouvelle densité.
Franchir ce détour signifiait se donner à la parole publique. Les regards se tournèrent. On sentit, dans la foule des domestiques, un mouvement qui ressemblait à l'attente d'un miracle ordinaire, une justice rendue sans tambour ni épée, mais par le courage d'une voix. Il restait, pourtant, un dernier instant de solitude. Elle pensa à Étienne, à son visage parfois rouge, parfois fermé. Elle pensa au monde qui se tiendrait sur la place, aux rumeurs qui pouvaient se tordre en menaces. Mais elle pensa aussi à la musique, à la douceur du geste de Julien, à Rosalie qui avait porté ce secret longuement. Elle comprit que la décision n'était pas seulement personnelle. C'était un appel à transformer l'usage d'une habitation. Elle savait désormais que la réforme pouvait commencer par des gestes concrets. Arrêter de battre, payer un salaire, changer une plaque. Ces actes n'étaient pas de simples symboles, ils définissaient la vie quotidienne. Le soleil se leva enfin, et la maison Sainte-Espérance, qui avait dormi sous un voile de certitude, s'apprêtait à écouter une parole. Élise prit une dernière inspiration et, sans se retourner, alla chercher le certificat. La foule se rassembla sur la cour, approchée du seuil, comme pour mieux voir. Les trois comtes qui avaient commencé dans l'ombre allaient maintenant se rencontrer sur la place publique. Le temps avait la souplesse d'un violon. La vérité, ici, allait trouver sa note. Élise posa la pointe des doigts sur le battant de la porte, comme pour y puiser une dernière résistance. La foule se tut d'elle-même, comme si la maison avait inspiré un grand souffle commun. Les enfants, qui avaient grimpé sur les talons des adultes, se penchaient en avant, les yeux grands comme des pièces neuves. Les femmes tenaient leurs mains croisées devant la jupe, prêtes à applaudir ou à pleurer. Julien, derrière elle, pressa doucement l'archet contre la rosée du violon et laissa tomber une note longue, claire, un fil tendu entre la maison et la place, entre ce qui avait été et ce qui pouvait advenir. Étienne apparut à son tour sur le seuil, massif comme une porte qu'on referme. Son visage, que la pluie de la nuit avait purgé de l'ombre, était d'un rouge qui ne traduisait pas seulement la colère. Il y avait là la fatigue d'un homme qui a vécu en s'appuyant sur la peur des autres. Il tenait ses mains serrées, et parfois son regard cherchait derrière la foule un appui, un mot d'un voisin, le silence d'un ami. Il n'en eut pas. La cour regardait, la cour pesait. « Que veux-tu » demanda-t-il, en voix forte, pour couvrir le violon, mais sans rage théâtrale. Sa colère était basse, froide, elle cherchait la mesure du monde qu'il entendait protéger. Élise posa le certificat sur une table rapprochée, la main ferme, si bien qu'on entendit le frottement du papier. Le soleil, qui venait juste de percer complètement, fit onduler la feuille. Sur elle, des lettres noires racontaient un fait que chacun pouvait lire si l'on voulait. Reconnaissance d'un lien, obligation de tenir des comptes, promesse de salaire, interdiction des coups. Ce n'était pas un talisman, c'était une convocation à la responsabilité. Vossé est une convocation à la responsabilité. La maison, dit la voix du vieil homme, ce n'est pas un trône. La maison est un lieu où l'on partage le pain. Qui partage le pain sans partager la parole sera bientôt seul à sa table. Un silence suivit cette phrase, et il eut le poids d'une sentence. Étienne regarda autour de lui, cherchant un appui. Quelques voisins, qui jadis avaient partagé sa table, détournèrent le regard, un signe plus éloquent que toute parole. Il crut encore pouvoir user de la menace. Il fit un pas vers Élise, et l'on sentit l'intention d'imposer la peur. Julien, sans cesser de jouer, posa le violon et s'avança. Sa main se posa brièvement sur l'épaule d'Élise, geste d'ami mais aussi d'allié. « Si vous frappez, dit-il alors, il n'y aura pas de musique pour couvrir vos pas. Les gens n'écouteront plus vos mots. » Ce n'était pas une menace, c'était une vérité, fragile. La musique, jusqu'ici, avait été la langue de l'espérance. Elle devenait désormais un témoin. Les mains autour se durcirent, non pas pour craindre un combat, mais pour prendre position. Quelques femmes sortirent de la foule, les figures décidées, et s'approchèrent d'Élise. Elles posèrent la main sur la table où reposait le certificat. Puis l'une d'elles, une cuisinière au regard franc, prit la parole. « Nous voulons du pain et du respect. Nous voulons travailler sans craindre le souffle qui vient fouetter nos dos. »
Un murmure d'approbation balaya la place. Étienne, isolé, sentit l'effritement de son empire. Son visage se ferma comme une porte qu'on cloue de l'intérieur. Il sut, d'une façon que seul un homme habitué au pouvoir peut savoir, que ses paroles seraient désormais entendues différemment. Elles allaient devoir traverser la question qui venait d'être posée à voix haute. Étienne fit un dernier effort de rhétorique, parlant de tradition, d'ordre, de l'étranger, de l'argent à payer pour tenir la maison. Mais ces mots glissèrent sur le socle que la foule avait commencé à édifier avec des témoignages et de la musique. Au milieu de cet équilibre fragile, un bruit retentit, des sabots sur la route et une silhouette qui arrivait haletante. C'était Monsieur Laurent, l'agent venu de la ville, dont la présence était attendue par quelques habitants depuis 2 jours. On avait parlé de lui comme d'une figure distante, un dépositaire de documents, un homme qui pourrait homologuer ce que la maison allait décider. Il brandit un sceau et un papier à l'encre officielle, la reconnaissance, si l'on voulait, d'un acte qui faisait désormais jurisprudence parmi ceux qui vivaient ici. Il lut, de manière brève et solennelle, les termes qui contraindraient désormais les acteurs, salaire, heures, interdiction des coups, clause de sanction en cas de non-respect. Les mots tombèrent et firent surgir une réalité administrative qui donnait à la parole d'Élise un poids que la colère d'Étienne ne pouvait annuler d'un seul geste. Étienne chancela, comme éventré par un argument qu'il ne pouvait réfuter. Il se détourna, fit un pas, puis 2, et finalement recula vers la porte, ses épaules serrées, comme si quelques touffes de fierté y étaient restées accrochées. Il ne cria pas, il ne menaça plus. Peut-être comprit-il que la dispute n'était pas seulement entre lui et sa femme, mais entre un ordre ancien et une exigence nouvelle. La place resta un long moment suspendue. Ce fut Julien qui, d'un geste consenti plus proche d'un appel à la paix qu'à la victoire, fit retomber les tensions. Il fit jouer une mélodie lente, comme une invitation. Les notes firent lever les bouches, et chacun entendit que l'enjeu n'était pas d'anéantir un homme, mais de reconstruire un lieu. Les premières mesures d'une réforme furent annoncées ce jour-là, non comme un triomphe, mais comme un commencement. Arrêt immédiat des coups, première paix pour les mois retenus, inscription d'une plaque à l'entrée proclamant la nouvelle règle de la maison. Aucun de ces actes n'effaçait les blessures, mais la parole publique avait allumé une mécanique. Désormais, la communauté saurait et pourrait demander des comptes. La foule se disloqua peu après, non sans murmures, plans et conjectures. Certains s'attardèrent pour parler en groupe, d'autres rentrèrent chez eux, portant dans la poitrine une petite certitude nouvelle. Élise resta sur le seuil, tenant encore la feuille qui avait déclenché la tempête. Rosalie vint s'asseoir à côté d'elle, les mains jointes, épuisée et légère. « Et maintenant » demanda Rosalie, plus pour combler un silence que pour chercher une réponse. Élise regarda la maison, ses murs qui avaient connu trop de choses, ses fenêtres qui semblaient respirer un air différent. Elle pensa aux tâches concrètes, comptabilité, surveillance des accords, maintenir la paix fragile. Elle pensa aussi à d'autres maisons, à d'autres cuisines, à d'autres étendues où la parole n'avait pas encore été dite. Mais pour l'instant, elle sourit, parce qu'il y avait de la musique dans la rue et des enfants qui chantaient encore. « Maintenant, répondit-elle, il faudra tenir, faire des comptes, écouter et laisser la musique nous rappeler ce que chaque main vaut. » Le soleil descendait doucement, allongeant les ombres. La maison Sainte-Espérance n'était plus seulement un toit et des murs, elle était un lieu où l'on avait compris que dire la vérité en public pouvait changer la manière dont on partage le pain. Les notes du violon se perdirent peu à peu dans le soleil couchant, tandis que la cour retrouvait son rythme. Des décisions avaient été prises, d'autres attendraient leurs preuves, mais la première pierre venait d'être posée. L'aube suivante porta une clarté froide sur la cour. L'air sentait la farine et le café trop fort. Des marmites fumantes attendaient d'être lavées. Les enfants, toujours étrangement légers après les grandes heures de la veille, couraient entre les bancs, coiffés de miettes. Élise resta sur le seuil, tenant encore la feuille qui avait déclenché la tempête. Rosalie vint s'asseoir à côté d'elle, les mains jointes, épuisée et légère. « Et maintenant ?»
demanda Rosalie, plus pour combler un silence que pour chercher une réponse. Élise regarda la maison, ses murs qui avaient connu trop de choses, ses fenêtres qui semblaient respirer un air différent. Elle pensa aux tâches concrètes, comptabilité, surveillance des accords, maintenir la paix fragile. Elle pensa aussi à d'autres maisons, à d'autres cuisines, à d'autres étendues où la parole n'avait pas encore été dite. Mais pour l'instant, elle sourit, parce qu'il y avait de la musique dans la rue et des enfants qui chantaient encore. Maintenant, répondit-elle, il faudra tenir, faire des comptes, écouter et laisser la musique nous rappeler ce que chaque main vaut. Le soleil descendait doucement, allongeant les ombres. La maison Sainte-Espérance n'était plus seulement un toit et des murs, elle était un lieu où l'on avait compris que dire la vérité en public pouvait changer la manière dont on partage le pain. Les notes du violon se perdirent peu à peu dans le soleil couchant, tandis que la cour retrouvait son rythme. Des décisions avaient été prises, d'autres attendraient leur preuve, mais la première pierre venait d'être posée. L'aube suivante porta une clarté froide sur la cour. L'air sentait la farine et le café trop fort. Des marmites fumantes attendaient d'être lavées. Les enfants, toujours étrangement légers après les grandes heures de la veille, couraient entre les bancs, coiffés de miettes. Élise était déjà debout avant le soleil, une tasse à la main, la feuille officielle repliée sur le comptoir comme une chose fragile et précieuse. Elle avait passé la nuit à imaginer la suite. Qui paierait? Comment compter? Qui tiendrait les comptes? Les paroles, une fois devenues loi publique, réclamaient des gestes précis. Rosalie arriva, les yeux encore gonflés, mais avec une détermination claire. Elle prit la feuille, en parcourut les lignes, puis posa la main sur l'épaule d'Élise. « Nous devons faire un registre, dit-elle simplement, devant tout le monde, pas de papier caché, d'accord ?» Élise hocha la tête. Elle se rappela la ronde des monnaies, des promesses oubliées, des dettes qui se glissaient comme des ronces entre les mains. L'idée d'une table ouverte, d'un livre affiché où chacun écrirait et verrait lui parut saine comme une lumière. Julien entra à son tour, le violon étui encore chaud contre son bras. Il avait joué jusqu'à l'épuisement la veille, comme si ses cordes avaient tissé la paix. Aujourd'hui, il vint moins comme musicien que comme médiateur. Il connaissait tout le monde, savait calmer lorsque la colère rôdait. « Je peux aller au marché, proposa-t-il, parler à ceux qui achètent du pain. Un petit pain quotidien, c'est peu, mais ça commence. » La maison prit une décision simple et pratique. Pour assurer les salaires et l'autonomie, il lancerait une production de pain et de pâtisserie. La cuisine était vaste, plusieurs apprentis pouvaient apprendre. La farine pouvait être achetée par avance avec ce qu'ils avaient obtenu de la première paie remise. C'était un plan qui tenait debout parce qu'il s'appuyait sur un besoin réel et il rendrait visible, dès la semaine suivante, la justice dont ils avaient parlé à haute voix. La mise en œuvre fut lente et maladroite. Les premières fournées brûlèrent un coin ici, un dessous de plat fut oublié là-bas, une fournée trop salée fut offerte aux chiens du quartier. Mais les villageois sourirent de ces erreurs, trouvant dans l'apprentissage la même patience qui avait conduit à la reconnaissance officielle. Madame Fournier, la propriétaire du comptoir près du marché, accepta d'acheter une douzaine de pains chaque matin. Elle disait que c'était bon pour l'âme de son échoppe, d'offrir quelque chose de plus, et la clientèle aussi aimait l'histoire derrière le pain. La première paie fut une scène en soi. On disposa des anneaux de bois pour séparer les individus, comme on ferait pour calmer l'ardeur d'une foule. Chacun vint, un à un, assis sur le banc. Les sommes n'étaient pas grandes, mais la manière de les délivrer comptait plus que le montant. Rosalie compta, parlant à voix haute, on inscrivit sur le registre. Quand vint le tour de la plus vieille, on lui remit une pièce qui fit vibrer un autre silence. Une femme qui n'avait pas reçu un sou depuis des lunes prit la monnaie, la serra contre son sein et dit un mot gorgé d'une gratitude sans éclat. Les larmes roulèrent sur des visages durs, comme si l'eau lavait autre chose que la poussière. Étienne regarda le spectacle depuis l'ombre d'une ruelle, le dos appuyé contre une pierre froide.
Il paraissait plus maigre qu'avant, comme si le souffle de la révélation avait grignoté sa poitrine. Les gens le regardèrent, certains avec défi, d'autres sans plus d'ardeur. Il n'intervint pas. Il passa, la mine fermée, sans claquer de porte ni lancer de mots. Plusieurs se sentirent soulagés et surpris à la fois. La victoire publique n'avait pas besoin de l'humiliation qu'ils s'étaient préparés à infliger. Mais tout ne se dénoua pas en paix. Quelques foyers murmuraient que la maison avait été forcée, que la ville enviait la solidarité et qu'on avait cédé sous une pression qui n'était pas digne. Des paroles sournoises se glissèrent dans les conversations du marché. Une fille d'une maison voisine glissa à l'oreille d'un enfant que certains portaient leurs revendications comme une manière de se priver de la pitié qu'on leur accordait. La pitié était un manteau facile à porter. D'autres craignirent que la réforme n'attire sur eux l'œil curieux des hommes de la ville, que des règles écrites ne viennent peser sur des usages anciens et pourtant tenaces. Pour contrer cela, Élise proposa des réunions hebdomadaires, publiques, ouvertes à tous. Elles se tiendraient le samedi, après la messe du village, dans la cour. On y lirait les comptes, on y ferait des propositions, on y prendrait des décisions. L'idée de rendre tout visible calmait les craintes les plus pratiques et poussait à la responsabilité. La première de ces réunions fut tendue. Quelques hommes siégèrent au banc, d'autres restèrent debout, mais la voix d'Élise, claire sans être triomphante, guida la séance. Elle expliqua chaque ligne des dépenses, chaque salaire, la provenance des achats, les dons. Les questions fusèrent, parfois acerbes, parfois naïves. Les réponses furent données au grand jour. La plaque fut posée un dimanche après-midi, à la sortie d'une étoile filante d'orage. Un panneau de bois verni fut cloué au-dessus de la porte. Maison Sainte-Espérance, respect et travail. Julien joua une mélodie courte. On fit une petite prière improvisée, non empreinte d'une ferveur rituelle, mais d'une reconnaissance partagée. Le panneau brillait sous la pluie qui tombait en fine dentelle. On l'entendait goutter, comme si la maison respirait mieux. C'était un signe, mais aussi un enjeu. Des habitudes nées dans l'ombre ne s'effacent pas d'un coup. Une nuit, quelqu'un griffonna des insultes sur le mur du côté nord. Les lettres étaient grossières, vigoureusement tracées. Elles criaient que l'on avait vendu la maison pour un argent de ville. On ne sut d'où venait la main. Certains regardèrent autour d'eux avec suspicion. D'autres, plus hardis, effacèrent les insultes en riant. Julien, avec du savon et de l'huile, rendit le mur propre avant l'aube. La paix fragile nécessitait des garde-fous. On institua un petit conseil de 3 personnes élues par acclamation dans la cour. Rosalie serait la gardienne des comptes, Julien l'intermédiaire culturel et homme de liaison, et Madame Ortega, une veuve à l'allure sévère qui connaissait les ouvrages de couture et les lois du village, fut choisie pour sa mémoire de long terme. Il jouissait d'une confiance mitigée. Elle était suffisante pour commencer. Monsieur Laurent revint 2 fois au cours des semaines suivantes, signant des documents confirmant que la reconnaissance suivrait son cours administratif. Il parlait peu, mais chaque fois qu'il s'asseyait, les gens ressentaient le poids d'une formalité qui organisait désormais leurs relations. Un matin, la maison reçut une offre inattendue. L'hospice de la ville, qui n'était pourtant pas riche, proposa un échange. Quelques sacs de farine contre des quarts de pain pour leurs pensionnaires. C'était peu, mais délicat. Ces institutions avaient des usages, des besoins, et ils offraient en retour une reconnaissance silencieuse. Élise accepta. Donner aux voisins, disait-elle, n'était pas perdre, c'était tisser le fil d'un respect mutuel. Avec le travail vinrent des apprentissages. Les jeunes filles apprirent à pétrir, à mesurer, à compter. Les garçons aidaient à charger les paniers, à porter l'eau jusqu'au four. La maison devint un lieu de transmission, et non plus seulement de prise. Les enfants apprirent également à observer le registre, à écrire leur nom à la plume, à comprendre que chaque geste se voyait et pesait. Un soir, une petite Juliette écrivit pour la première fois son nom en tremblant.
On applaudit comme si elle venait de gagner un combat. Pourtant, sous ces gestes de construction, une question restait. Que faire de ceux qui refusaient les règles, qui continuaient à exercer leur pouvoir par la contrainte et le silence? On ne pouvait forcer le cœur à changer, on ne pouvait non plus fermer les yeux. La communauté décida d'une procédure simple et publique. Toute plainte serait entendue par le Conseil, l'épreuve examinée à la lumière des déclarations, et si l'infraction était avérée, des sanctions proportionnées seraient appliquées. Retrait temporaire des tâches populaires, obligation de réparation, travail communautaire. Ce mécanisme n'était pas une vengeance, il s'agissait d'un soulagement collectif, d'une manière de dire que personne n'était au-dessus des règles désormais. Un matin épais, on trouva accrochée à la porte une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une feuille pliée. Quelques mots rapides et secs menaçaient de défaire ce qu'ils avaient fait. Travaillez pour ce que vous valez et non pour celui qui veut s'acheter une réputation. Les paroles étaient voilées, mais la signification claire. Quelqu'un avait choisi la menace. Rosalie froissa la note, la replia, puis la posa dans le registre, entre deux pages, comme si l'évidence devait dormir à côté des comptes. Ce qui suivit fut moins spectaculaire que la menace, et plus décisif. Un homme trouva le courage de témoigner. Il raconta, devant tous, une nuit ancienne où il avait reçu des coups. Il dit les raisons qu'il avait eues, la honte mêlée à la peur. Sa voix se cassa, mais il parla jusqu'à la fin. Les mots eurent un effet étrange. Ils ne guérirent pas la blessure, mais ils la firent exister aux yeux de tous. Les témoignages rendirent visibles d'autres histoires, d'autres silences. Et peu à peu, la maison remplit ses registres non seulement de monnaies et de pain, mais de noms et de récits. Étienne ne réapparut pas pour s'excuser. Il n'avait pas à le faire en spectacle. Mais un soir, Élise le croisa près du puits. Le ciel était lourd d'étoiles, la lumière de la lune coupait les profils comme une gravure. Il la regarda longtemps. On aurait dit un animal surpris, pas tout à fait relâché de son instinct de défense. « Tu as fait bien, » dit-il, à voix basse, comme si la phrase coûtait. Élise le regarda. Il y avait dans sa voix autre chose qu'une simple reconnaissance, un ébranlement. Elle n'eut ni joie triomphante, ni désir de lui régler une comptabilité intime. Elle pensa à toutes les petites choses qu'il fallait désormais tenir, les registres, les réunions, les paroles publiques. Elle répondit avec la même simplicité. « Il faudra tenir, dit-elle, comme nous l'avons dit hier. » Ils restèrent un instant sans mots, chacun portant son propre paysage de pertes et d'apprentissage. Puis Étienne tourna les talons sans un bruit. Il ne revint pas la semaine suivante. Les voisins murmurèrent. Certains dirent qu'il partait vers le nord, d'autres qu'il restait, à attendre une faille. Les mois qui suivirent furent un chantier de patience. Les salaires réguliers, même modestes, permirent à certains de retrouver des liens avec la vie du village. Les vies apprirent un à un la logique d'un échange honnête. On vit aussi des ruptures, des couples se séparèrent, d'autres se trouvaient face à la nécessité de repartir et de construire ailleurs. Mais la maison tenait, une maison transformée par l'action publique et la publicité des décisions. Un après-midi, alors que la cour résonnait de rire, un bruit nouveau surgit. Une charrette, lourde, venant de la route principale. Elle apportait un chargement de bois et avec lui un homme que personne n'attendait. Il avait la figure d'un travailleur de ville, portant une écharpe et des mains calleuses. Et il tenait un doucier volé à demi caché sous le bras. Il se présenta sous un nom neutre, mais ce n'était pas un visiteur ordinaire. Il était envoyé par une association de citadins qui s'intéressait aux maisons communautaires. Ils proposèrent un accompagnement, des outils, un petit fonds pour équiper le four. Le geste était généreux, mais il brouillait aussi une ligne. L'aide extérieure apportait ressources et visibilité, et parfois des conditions. La réunion qui suivit dura tard dans la nuit. La réunion qui suivit dura tard dans la nuit.
Et c'était, pour beaucoup, plus qu'un soulagement. C'était une promesse qu'on comptait bien tenir.